Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le lundi 6 juillet 2026 et notre cher ami, notre frère, Anthony Aguilar est avec nous. Bienvenue à nouveau, Anthony. Merci, j'apprécie vraiment et j'espère que vous allez bien. Merci. Je vais commencer, Anthony, par ce qui s'est passé aujourd'hui et hier. C'était un enterrement en Iran. Du moins, c'est ce que beaucoup de gens pensaient. Et ils voulaient comprendre ce qui se passe. Parce que toute l'idée derrière l'attaque contre l'Iran, c'était que tout le système, toute la République islamique d'Iran, s'effondre de l'intérieur, faute du soutien du peuple iranien. Donc il faudrait les attaquer. L'économie ne fonctionne pas. Et de l'extérieur, il faudrait aussi les attaquer. Et tout s'écroulerait comme un château de cartes. Et aujourd'hui, on a les images. Je ne sais pas si tu les as vues. Voici l'une des photos prises aujourd'hui. Oui, Et c'était énorme. Vraiment énorme. Et Tony, quand on regarde ce qu'était l'agenda avant le début de la guerre, et ce dont Donald Trump et Benjamin Netanyahu parlent aujourd'hui, on voit bien qu'ils ne reculent pas. On ne voit pas Benjamin Netanyahu faire marche arrière en disant « L'Iran compte 90 millions d'habitants et quelques millions d'entre eux soutiennent le gouvernement, ils sortent dans la rue et ainsi de suite. » Non, il continue de dire que tout s'effondre. Il n'a pas changé d'avis, même après ses funérailles. Quelle est, selon vous, la situation actuelle par rapport à ce qu'était l'agenda israélien avant le début de la guerre? eh bien, il est clair que les États-Unis et Israël, en déclenchant cette guerre avec l'Iran, cherchaient à provoquer une déstabilisation, un effondrement, un vide de pouvoir, pour ensuite s'en emparer sous couvert de ce que les États-Unis appellent la reconstruction nationale. Comme ils l'ont fait en Irak, en Afghanistan, en Syrie, dans le sud des Philippines, au Tadjikistan ou ailleurs, sous le faux drapeau de la démocratie. C'est très clair, c'est exactement ce qu'Israël et les États-Unis voulaient obtenir en Iran. On a entendu le président des États-Unis, tôt le matin du 28 février, le dire lui-même. Et on a entendu beaucoup de voix affirmer que l'administration devrait envoyer des armes et du soutien en Iran pour que les Iraniens se soulèvent et renversent leur gouvernement. Tout cela s'est révélé être de la propagande, des mensonges, des données déformées. Et quand on regarde la réalité sur le terrain, peu importe ce qui pouvait exister auparavant dans le climat politique ou civil avant ces attaques, surtout celles qui ont assassiné l'ayatollah Ali Khamenei, dont les funérailles ont lieu cette semaine, et l'attentat contre l'école de filles de Manab, où de jeunes enfants et des enseignants innocents ont été tués simplement parce qu'ils allaient à l'école primaire. Tout cela a clairement soudé la population contre l'impérialisme occidental, contre l'occupation et l'agression israélienne, et contre toute idée qu'il aurait pu y avoir un soulèvement à l'intérieur de l'Iran. Aujourd'hui, cela a disparu, et il y a une unité nationale. Je dis ça en regardant les cortèges funéraires à travers l'Iran. Ce n'est pas seulement 10 millions de personnes, mais des dizaines de millions dans différentes villes du pays. Ce que vous avez montré aujourd'hui sur cette photo, c'était à Qom. Hier, il y avait des cérémonies à Téhéran et dans d'autres grandes villes d'Iran. Demain, ça va continuer. Mercredi aussi. Et jeudi, cela se poursuivra et se terminera avec la cérémonie d'inhumation à Mashhad, la ville natale de l'ayatollah Ali Khamenei. Et parmi les dizaines de millions de personnes qui ont participé ou assisté, plus de 100 pays à travers le monde, y compris la Russie, la Chine, l'Égypte, l'Azerbaïdjan, la Syrie, le Liban et d'autres, ont envoyé une représentation diplomatique officielle aux funérailles en hommage à l'ayatollah. Alors, dire que le peuple iranien voulait renverser le gouvernement, si cette idée repose sur des analyses politiques ou sur des données interprétées par Israël ou les États-Unis,
Je dirais qu'on pourrait utiliser exactement les mêmes chiffres pour parler des États-Unis, où le président a l'un des taux d'approbation les plus bas de l'histoire. Ou encore d'Israël, où une partie de la population oscille entre « vous n'êtes pas assez agressif ni assez hostile, donc notre soutien à vous, Netanyahou, diminue, et vous êtes allé trop loin ». Netanyahou est toujours dans une position où il doit survivre politiquement, un peu comme Donald Trump à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis. Alors, les États-Unis et Israël ont essayé de créer un épouvantail, le grand méchant loup du quartier au Moyen-Orient, pour justifier une guerre contre l'Iran. Ce qu'on a constaté, c'est que l'Iran a continué d'agir comme un acteur rationnel. L'Iran a continué de respecter le droit international et l'état de droit. L'Iran est resté fidèle aux 14 articles du protocole d'accord. Les États-Unis, sous l'influence directe d'Israël, à la fois militaire et politique, ont empêché un règlement négocié. Ils ont bloqué la mise en œuvre du protocole, que ce soit à cause des débats sur qui contrôle ou devrait contrôler, ou sur ce qui contrôle le détroit d'Ormuz, ou encore sur la question de l'occupation du Liban, qui relève des articles 1 et 5 de ce protocole. Et aujourd'hui, alors que toutes les discussions sont pratiquement suspendues depuis le 9 juillet, disons à partir du 10 juillet et au-delà, avant même de pouvoir reprendre les négociations sur le protocole dans son ensemble, il faut d'abord passer par les discussions techniques au Qatar. Ces discussions portent précisément sur les articles 4 et 5, concernant les avoirs gelés et le détroit d'Ormuz, et sur ce que cela implique concrètement. Entre-temps, Oman et l'Iran sont parvenus à un accord sur le futur contrôle administratif du détroit d'Ormuz. Cet accord prévoit des frais associés, pas des taxes ni des péages, mais des frais destinés à l'entretien de la voie navigable. Et j'aimerais rappeler à tous ceux qui nous écoutent qu'il existe 17 passages maritimes stratégiques dans le monde, que ce soit les Dardanelles, le détroit de Gibraltar, le canal de Panama, le canal de Suez, Bab el-Mandeb, le détroit de Malacca et d'autres encore. Tous disposent d'un mécanisme administratif pour garantir la libre circulation sur ces voies maritimes internationales. Et dans chaque cas, il y a des frais d'utilisation associés. Et au Panama, pour utiliser le canal de Panama, tous les navires qui veulent y passer doivent non seulement payer des frais liés à l'entretien du canal, mais aussi des frais d'utilisation. Si vous voulez emprunter ce passage à travers les Amériques, au lieu de contourner la pointe de l'Amérique du Sud, si vous voulez profiter de ce raccourci, il faut payer. Ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. En réalité, c'est courant, c'est la norme dans le monde, que les pays qui partagent des frontières, ou même, comme le Panama, qui contrôlent seul un passage, appliquent des frais, assurent la gestion administrative et l'entretien du détroit. Le détroit d'Ormuz ne devrait pas faire exception. Mais les États-Unis semblent incapables d'accepter ce principe. Donc, avant même de pouvoir parler du protocole d'accord après le 10 juillet, il faut d'abord passer par ces discussions techniques. Et ensuite, avant de pouvoir revenir à la table sur ce protocole, les États-Unis et l'Iran, mais aussi maintenant le Liban et Israël, doivent, en lien avec l'article 1 du protocole, déterminer ce que sera la situation du Liban face à l'occupation israélienne. Et ces deux éléments, les discussions techniques d'un côté et la question de l'occupation du Liban de l'autre, seront, selon moi, les deux facteurs qui pousseront les États-Unis et l'Iran à retomber dans une guerre ouverte, dans des hostilités, tant que ces deux conditions n'auront pas été remplies, acceptées, abandonnées ou modifiées d'une manière ou d'une autre, au point qu'il y ait de nouveau quelque chose à négocier. C'est comme ça que je le vois. Tony, on a reçu des informations de Jordanie indiquant que 8 avions de chasse A-10 Warthog
ont été déployés sur la base aérienne du roi Hussein. Et on dit que ces avions sont principalement utilisés pour des opérations au sol, voire pour des invasions terrestres. Quelle est, selon vous, la raison de l'envoi de ces avions en Jordanie? De quoi ont-ils besoin et quel est l'objectif de cette mission? Alors, dans cette zone, je dirais que le bras oriental de la Jordanie, le long de la route M40 qui longe la Syrie, borde l'Arabie saoudite et touche l'Irak, abrite la base aérienne royale Prince Hussein. J'y ai été déployé plusieurs fois pour des opérations conjointes avec les Jordaniens et d'autres partenaires du Moyen-Orient, donc je connais très bien cette base. Mais plus loin sur la M40, à un endroit dont on parle moins, mais qui existe bel et bien, se trouve l'aérodrome H5. C'est un autre terrain où les États-Unis peuvent non seulement faire venir des A-10, mais aussi des C-130, des C-17 et des avions plus gros, des ravitailleurs, et ainsi de suite. Et puis il y a encore la Tour 22, située exactement à la frontière entre la Syrie, la Jordanie et l'Irak, dans la zone dite du triangle frontalier. C'est ce qu'on appelle la garnison d'Al-Tanf, où les États-Unis maintiennent toujours une présence. Désolé de vous interrompre. Voici la base aérienne du roi Hussein en Jordanie. Oui, c'est bien celle-là. Voilà. Ce n'est pas très loin d'Amman. Oui, oui. Chaque année, il y a un exercice conjoint dans la région, appelé Eager Lion. C'est un entraînement où le commandement central américain, le commandement des opérations spéciales du centre et plusieurs unités de forces spéciales mènent des manœuvres communes sur ce site, à un endroit appelé Kassatik. Ce lieu est situé à proximité de la base aérienne, pas très loin du centre du roi Abdallah, pour l'entraînement et les opérations spéciales. En résumé, cet aérodrome peut accueillir le déploiement, le retour et, disons, l'hébergement des troupes et des moyens aériens. On parle par exemple de l'A-10, du canonnière volante AC-130, du C-17 et même de certains chasseurs comme le F-35, qui peut tout à fait décoller de là grâce à ses capacités de décollage. Les F-22 pourraient aussi y opérer. C'est une base aérienne militaire pleinement opérationnelle. D'ailleurs, la photo juste derrière moi a été prise là-bas. J'y suis déjà allé. Alors, quand on voit que cet endroit devient maintenant un point de déploiement pour les forces américaines, c'est une escalade. Ce n'est pas une désescalade militaire. C'est bien une montée en puissance. Les États-Unis rapprochent des moyens d'attaque essentiels de la ligne de front, si on peut dire. Ce que j'appellerais la ligne avancée du combat, ou dans le langage doctrinal, la FEBA, F-E-B-A, située dans le golfe Persique, le long du détroit d'Ormuz. Ce serait la ligne avancée du combat établie par la marine américaine, la 5e flotte et le commandement central des États-Unis. La ligne avancée des troupes, si on parle des endroits où nos forces sont réellement stationnées, pas dans le sens traditionnel d'un front où deux armées s'affrontent, les États-Unis contre l'Iran, mais plutôt la ligne avancée des troupes positionnées pour soutenir les moyens déployés en première ligne et éventuellement mener des attaques en Iran, sur l'île de Keshm, sur l'île de Karg ou sur la chaîne d'îles alentour. Cette ligne-là est en train de s'étendre. Elle s'étend maintenant en Arabie saoudite et aussi en Jordanie. C'est ce qu'on observe. Et puis avec le redéploiement, si on peut dire, qui est désormais sur zone et qui a rejoint le reste du groupe opérationnel de la marine dans la mer d'Arabie et le golfe d'Oman, on a le USS Boxer, avec le 11e groupe de réponse amphibie des marines, le IRG. C'était le 5e IRG. Le USS Boxer est retourné et s'est redéployé. Donc le USS Boxer, à peu près à l'époque de l'opération Freedom, est rentré aux États-Unis. Depuis, il a été rééquipé, remis en état et renvoyé sur le terrain. Ce n'est pas une désescalade. Ce n'est pas conforme à l'article 2 du protocole d'accord. C'est une escalade. Nous déployons davantage de moyens. En ce moment, les troupes américaines présentes dans la région
Sur le terrain, entre ce qui relève du commandement central américain, de l'armée centrale américaine, de la marine centrale, autrement dit la 5e flotte, de ce qui se trouve au camp Buehring, au camp Arif Jan, à la base d'Ali al-Salem, du renforcement à la base aérienne du prince Hussein en Jordanie, de la montée en puissance et de la présence continue en Arabie Saoudite et en Israël. Tout cela montre qu'il y a aussi un renforcement des forces américaines en Israël. Les États-Unis sont en train de construire une base de 5000 militaires américains à Gaza, dans le cadre de la Force internationale de stabilisation, qu'on appelle l'ISF. C'est en cours. Donc quand on regarde ce qu'on a déjà déployé et ce qu'on y a ajouté, environ 5000 personnes entre l'équipage de l'USS Boxer, les marines et le navire de soutien côtier qui accompagne l'opération après l'assaut amphibie. On fait ensuite venir ce bâtiment logistique jusqu'à la côte et il sert de quai temporaire pour maintenir les opérations. Au total, il y a environ 60 à 65 000 soldats américains, soit sur le terrain, soit en mer, dans la région. Ce n'est pas seulement une escalade, c'est une escalade depuis la signature du protocole d'accord, dans lequel les États-Unis, par la signature du président, s'étaient engagés à réduire leurs forces. Donc peu importe ce que dit ce protocole, on peut voir, en temps réel et de nos propres yeux, la réalité de la situation dans la région. Et ce qu'on voit, c'est un renforcement militaire des forces de combat, des forces amphibies, des forces terrestres et aériennes, en plus de l'envoi de nouvelles forces spéciales en Irak, opérant depuis Erbil, pour mobiliser les Kurdes du côté iranien face aux PJAK et aux KDPI, deux factions kurdes. Tony, tu as parlé de ces troupes, d'envoyer des soldats à Gaza, quelque chose comme 5000 hommes. Il parle de la base. Et Donald Trump parle aussi d'envoyer des troupes au Liban. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, si on regarde le déploiement des forces du commandement central des États-Unis, pour simplifier un peu, le commandement central américain ne se concentre pas uniquement sur le golfe Persique, à proprement parler. Il couvre l'Asie de l'Ouest, l'Asie centrale, l'Asie du Sud-Ouest, le Moyen-Orient, le Levant et une partie de l'Afrique jusqu'au canal de Suez, en gros toute la péninsule, y compris le Liban. Juste au sud de la Turquie, là, on passe sous l'autorité du commandement européen des États-Unis. Mais tout le reste relève du commandement central. Sous ce commandement central, on trouve l'armée américaine du centre, le commandement des opérations spéciales du centre, la marine du centre, c'est la 5e flotte, le corps des marines du centre et les forces spatiales du centre. Et à l'intérieur de cette structure, il y a un général 2 étoiles. Il s'appelle Jasper Jeffers. C'est un ancien commandant de la Delta Force, ancien commandant adjoint de la 3e division d'infanterie, et il vient d'être nommé à la tête de la Force internationale de stabilisation. Donc c'est un général 2 étoiles, placé sous l'autorité du commandement central. Mais pour l'instant, il n'a pas d'unité, il n'a pas d'armée, il n'a pas de force opérationnelle, tant que cette force n'est pas constituée. Les troupes qui vont être affectées à la Task Force ISF, la Force internationale de stabilisation, venant de l'armée de terre, de la marine, des marines, de l'armée de l'air, du commandement spatial, du commandement cyber et des forces spéciales, seront regroupées sous cette ISF. Mais tant que l'ISF n'est pas réellement mise en place à Gaza, il y aura environ 5000 soldats prêts à intervenir, sous l'autorité du commandement central, mais qui, pour le moment, n'est pas de mission. Donc, vous pourriez les déployer d'abord au Liban, ou bien augmenter encore la capacité depuis le commandement européen des États-Unis, si vous le jugez nécessaire. Et c'est là que tout le monde peut voir qu'il y a un lien. La semaine dernière, le commandant de l'armée américaine pour l'Europe et l'Afrique, le général 4 étoiles Chris Donahue, qu'on appelle souvent CD, a démissionné, pris sa retraite,
ou peut-être été renvoyé à cause de désaccords avec le secrétaire et le président sur les déploiements de troupes dans la région. Est-ce que ça pourrait être lié à des tensions autour du soutien à l'Ukraine? Peut-être. Mais ce problème existe depuis un moment, alors pourquoi maintenant? Si on regarde bien, le président et le secrétaire Hegseth semblent vouloir retirer des forces d'Europe. Et je vous garantis que dans le COMPLAN, ou le concept d'opération, le CONOP, qui a été remis au président et présenté par le chef d'état-major il y a 2 semaines, il est prévu de transférer une partie de ses forces depuis l'Europe vers le commandement central américain, soit pour le Liban, soit pour la force internationale de stabilisation. Donc on voit un vrai mouvement de troupes, de matériel et de soutien vers la région en vue d'envoyer des soldats au Liban. Et il y a déjà des sites établis où les forces américaines peuvent se déployer. Franchement, je suis déjà allé sur certaines de ces bases au Liban. La base aérienne de Hamat, celle de Beyrouth, de Riyak et la base aérienne René Mouawad. Il y a beaucoup de bases aériennes où l'on pourrait déployer des troupes américaines, un peu comme en 1993 à Mogadiscio, en Somalie, où les Rangers, les unités Delta et d'autres troupes d'infanterie étaient stationnées sur l'aérodrome de Mogadiscio. On pourrait mettre en place quelque chose de similaire avec des forces expéditionnaires. Les bases existent déjà, donc il s'agit simplement de les y acheminer. Et toutes ces bases aériennes peuvent accueillir des avions C-17 et C-130, capables de transporter un grand nombre de soldats très rapidement, surtout s'ils viennent d'Europe ou s'ils sont déjà dans la région. Donc ce ne serait pas difficile de concentrer des troupes au Liban en très peu de temps. Et il est clair que le président a bien l'intention de le faire. À quelle échelle? Je ne le sais pas encore. Mais ce qu'on va probablement voir, c'est que les premiers soldats américains envoyés au Liban seront présentés comme des conseillers. On a déjà vu ça, non? Le Vietnam, la Corée, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan. Toujours des conseillers. Et au final, on se retrouve avec une division entière, voire un corps d'armée sur le terrain. Donc, le rôle de conseil au départ, que ce soit auprès des forces armées libanaises ou pour conseiller, assister et soutenir sur les lignes de front face au Hezbollah, selon la nature de l'opération, ça peut très vite s'élargir, ça peut très vite prendre de l'ampleur. C'est exactement comme ce qui s'est passé en Irak, entre 2003 et 2014. On a vu une baisse progressive des effectifs pendant l'opération New Dawn, puis une remontée rapide. Parce qu'à ce moment-là, on était présent sous une autorité où le président n'avait pas besoin de passer par le Congrès, puisque nous n'étions pas engagés dans des opérations de combat. On était là pour conseiller et assister. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, en Syrie, en Irak ou dans le sud des Philippines. Nous ne sommes pas là sous une autorité de combat, le fameux Title 10 que le Congrès doit approuver. Nous sommes là en tant que conseillers, ce que la branche exécutive et Pete Hegseth peuvent autoriser directement. Alors, est-ce que je vois ce même schéma se reproduire rapidement au Liban? Absolument. Et tout indique que c'est bien ce qui va se passer. Oui, c'est assez incroyable quand même. Est-ce qu'ils vont vraiment se battre pour Israël dans le sud du Liban? Et quelles conséquences ça pourrait avoir aux États-Unis? En ce moment, Donald Trump n'est pas au mieux. Il essaie de se reconstruire, de retrouver sa position. Mais si quelque chose tourne mal, souvenez-vous de la dernière fois que les États-Unis étaient au Liban, quand leurs forces y étaient, et des lourdes pertes qu'ils ont subies. Après ça, Reagan avait décidé de retirer les troupes du Liban. Et ça, ce serait énorme pour Donald Trump. Si les États-Unis déploient des éléments de combat, qu'il s'agisse de conseillers qui se contentent d'appuyer et de conseiller, ou bien de troupes engagées directement dans un rôle de combat ou de sécurité,
disons une mission d'assistance aux forces de sécurité, on appelle ça la SFA, pour Security Force Assistance. C'est un terme doctrinal de l'armée américaine. C'est une mission de l'armée, l'assistance aux forces de sécurité. Je peux très bien imaginer les forces spéciales, ou même en fait, l'armée américaine dispose de 5 brigades qu'on appelle les SFAB, les Security Force Assistance Brigade. C'est exactement leur mission. Alors, est-ce qu'on pourrait voir ce type d'unité déployée? Absolument. D'ailleurs, il est fort probable qu'elle le soit déjà, soit depuis Fort Benning, en Géorgie, soit depuis Fort Bragg, en Caroline du Nord. Donc, quand on regarde cette possibilité, avec des troupes américaines sur le terrain pour conseiller, aider ou appuyer dans le sud du Liban, la plus grande menace pour les soldats américains, c'est Israël, parce que leurs forces terrestres sont incompétentes. Leurs troupes au sol ne délimitent pas, ne coordonnent pas avec leurs alliés sur le terrain. Le risque de tir ami, ce qu'on appelle du bleu sur bleu ou du vert sur bleu, c'est-à-dire des tirs israéliens sur des forces américaines, ou l'inverse, est bien réel parce qu'Israël ne respecte pas les règles. Et dans ce contexte, on pourrait en voir beaucoup. Si j'étais le Hezbollah et que les États-Unis déployaient des forces aux côtés de l'armée libanaise, avec Israël dans l'équation, si j'étais le Hezbollah, je me planquerais simplement et j'attendrais qu'ils se tirent dessus entre eux. Oui, Parce que quand on mélange les forces armées libanaises, l'armée américaine, sur le terrain comme conseillère, et les forces israéliennes qui opèrent au Liban, c'est une très mauvaise combinaison. Et si vous êtes le Hezbollah, vous n'avez même pas besoin de tirer un seul coup de feu. Il suffit d'attendre tranquillement qu'ils commencent à se tirer dessus entre eux, parce que ça risque bien d'arriver. Oh, Tony, quand on parle de ces sortes de camps qu'ils installent à Gaza pour les habitants, c'est quoi exactement? Parce qu'ils essayent de déplacer les gens pour les mettre dans une espèce de camp. Et je ne comprends pas vraiment quel est l'objectif derrière tout ça. Est-ce que ça peut marcher? Parce qu'avant, je me souviens, sous l'administration Biden, on en parlait déjà. Et maintenant, on voit que Donald Trump essaie de faire la même chose. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que ça pourrait représenter une forme de réussite pour Donald Trump? Franchement, j'ai du mal à y croire. Toi, comment tu comprends ça? donc, la Fondation humanitaire de Gaza et cette idée de remplacer l'UNRWA, de remplacer les agences de l'ONU et les ONG par une structure américaine, avait déjà commencé à être planifiée sous l'administration Biden. Ce n'est donc pas uniquement la faute de Trump. Trump a simplement poussé le concept plus loin. Il a repris la fondation, l'a placée sous la direction de Jared Kushner, y a associé des millionnaires, des propriétaires terriens et des magnats de l'immobilier pour en faire un projet à but lucratif, puis l'a entouré de courtisans et de son cercle rapproché. Mais l'idée, elle, a commencé sous Biden, s'est poursuivie sous Trump, et c'est sous Trump qu'elle a été mise en œuvre, avec le premier GHF installé sur le terrain à Gaza, auquel j'ai moi-même participé. J'ai fait partie du tout premier groupe du GHF à entrer dans Gaza. J'étais avec eux. Aujourd'hui, ce qu'on voit avec la concentration des Palestiniens vers le sud, c'est exactement ce que j'avais prévenu dès le début. Quand j'ai été interviewé par Tucker Carlson et d'autres, il y a un peu plus d'un an, j'avais dit que ce qu'on voit maintenant, et ce qui va suivre si on n'intervient pas pour l'arrêter, c'est ce qu'on appelle la phase 4. La phase 1, appelée Opération les chariots de Gédéon, consistait à réduire, éliminer, détruire le sud, créer une zone tampon, établir une zone entièrement occupée et mettre en place le corridor de Morag. Ils ont fait ça.
Phase 2. Introduire une méthode alternative à l'UNRWA et à l'ONU, entièrement contrôlée par Israël. Eh bien, c'était le GHF. Le GHF avait un contrat écrit, un accord contractuel, non pas avec les États-Unis ni avec l'ONU, mais avec les forces de défense israéliennes. À partir de là, phase 2. Établir des points de distribution dans le sud, dans le but de préparer la phase 3. Renforcer le corridor de Netzarim, envahir le nord de Gaza, le Massy, et poursuivre le détachement forcé même puis la ville de Gaza, en passant par le corridor côtier Al-Qudus, à travers le centre de Gaza vers le sud. Phase 4. Établir une zone de transition pour zoom humanitaire. Humanitarian Assistance Transition Area. It's called the HATA. Ça s'appelle la HATA. Cette HATA, la zone de transition pour l'aide humanitaire, c'est ce qui était autrefois les sites de distribution 1, 2 et 3 sous le GHF. Ils ont maintenant tous été regroupés sous l'occupation totale d'Israël, à l'intérieur de la ligne jaune, qu'ils ont même étendue jusqu'à la ligne orange. Aujourd'hui, les forces d'occupation israéliennes contrôlent et occupent 82% de toute la bande de Gaza. Toutes les personnes encore en vie ont été déplacées et forcées de se regrouper dans cette petite zone le long de la frontière, le long du littoral, et un peu vers Mawassi, un peu à l'intérieur des terres, mais pas beaucoup plus loin. On a vu un bombardement là-bas hier. Un hélicoptère Apache israélien a tiré un missile Hellfire sur un immeuble d'habitation situé juste à l'intérieur de la zone côtière. Le plan de la phase 4, c'est de continuer à déplacer et à forcer tous les Palestiniens vers le sud, vers ce qui était autrefois Tal al-Sultan, dans cette grande zone qui sera, par définition, il n'y a pas d'autre mot, un camp de concentration. Et je dis ça parce que, quand on prend une population déplacée, qu'on la force à quitter ses foyers, qu'on la regroupe dans un endroit d'où elle ne peut ni sortir ni se déplacer librement, et que cet endroit est sous surveillance, eh bien, c'est exactement ça. Il y a des tours de garde, surveillées par UG Solutions, l'entreprise sous contrat pour laquelle j'ai travaillé à une époque. Ces tours ne sont pas tournées vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, pour empêcher toute sortie. Les gens sont donc sous le contrôle d'un occupant et de l'autorité d'occupation. Et ça, par définition, c'est un camp de concentration. Les stabseds, qu'à-t-on fait par les new plans? Phase 4, which was always part of the plan. When we first got on the ground in Gaza last year, Quand on est arrivé sur le terrain à Gaza l'an dernier, au moment du passage de la première à la deuxième phase, ils nous ont emmenés sur le site numéro 1 à Tal al-Sultan. Et c'était immense. Imaginez 5 terrains de football alignés les uns à côté des autres. C'est à peu près la surface totale. On regarde ça et on se dit, pourquoi c'est aussi grand? Pourquoi une zone aussi énorme? Pourquoi ne pas créer 10 sites de distribution répartis dans le centre de Gaza, au nord et aussi un peu au sud et à l'est? Pourquoi un seul site géant tout au sud, sans aucun autre point d'appui pour la nourriture, l'eau ou les fournitures ailleurs? On les force à descendre vers le sud. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Et ce n'était pas un secret, on nous l'a dit clairement. C'est la mise en place de la phase 4. On va être là pendant de nombreuses années. Et tout ça, c'est pour préparer la phase 4. Donc, la Force internationale de stabilisation, ce faux Conseil de la paix, le GHF, et la création de cette zone de transition d'aide humanitaire à Gaza, destinée à déplacer de force et à regrouper tous les survivants, ça a toujours fait partie du plan. Alors, où est-ce qu'on va à partir de là? Eh bien, dans la phase 4, l'objectif final, c'est que les Palestiniens soient morts, qu'ils partent, ou que ceux qui restent soient confinés dans cette zone de concentration, puis utilisés comme main-d'œuvre pour la reconstruction de Gaza, dans le cadre de ce projet Sunrise, la reconstruction de Gaza. Project Sunrise plan, the rebuilding of Gaza. So when you consider that, that's occupation. Alors quand on regarde ça, c'est bien une occupation. C'est un génocide qui continue en utilisant le reste de la population comme main-d'œuvre forcée. Et le petit tour de passe-passe que le Conseil de la paix raconte au monde, c'est bien, les Palestiniens ne peuvent plus vivre ici.
C'est trop détruit. Ce serait inhumain de les garder ici. Alors on va les laisser partir. Voilà, partez. Et on promet que si vous partez, on vous enregistrera, au moins vous et votre famille, dans un système biométrique. Et ça, c'est dangereux. Oui, Palantir opère à Gaza. On vous enregistrera, vous et votre famille, dans une base de données que conservera Israël. Into this database that Israel will keep. And when Gaza is rebuilt, Et quand Gaza sera reconstruite, les Palestiniens, vous pourrez revenir et on vous donnera un jeton numérique. Donc quand Gaza sera reconstruite, vous viendrez à la frontière, où vous rentrerez et on vous laissera passer après avoir scanné votre identification numérique, votre jeton numérique. Si quelqu'un croit à ça, alors soit il fait partie du mensonge, soit il est tout simplement stupide. Ça n'arrivera pas. C'est une occupation par la force et par le déplacement. Et le fait est que, comme on le voit en ce moment avec le plan de Donald Trump, à travers le Conseil de la paix et la Force internationale de stabilisation, sous le commandement d'un général américain 2 étoiles, ce plan a toujours existé depuis le tout début. C'est inquiétant. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que ce plan, imaginé et conçu il y a des années, on parle de 2021, avant le 7 octobre 2023, est maintenant appliqué à la lettre, exactement comme prévu. Et le monde reste là, à regarder. Alors, ce que Donald Trump pousse aujourd'hui, ça ne me surprend pas. Ça a toujours été le plan. Ça me rend triste, ça me décourage, ça me dégoûte, j'en ai honte pour notre pays. Mais non, je ne suis pas surpris. Oui. Tony, à ce rythme-là, on va finir par avoir une guerre, une sorte de conflit, ou carrément une guerre entre l'Iran et les États-Unis dans le détroit d'Ormuz. On va avoir un affrontement entre Israël et le Liban. On va continuer avec ce genre de politique à Gaza. Et rien ne va changer. Et le protocole d'accord ne va rien apporter, ni changement, ni bon sens, au dossier libanais, en tout cas. Parce qu'au Liban, en ce moment, je ne sais pas si tu as regardé la situation aujourd'hui. Israël est toujours là, et ils attaquent. Il y a eu de nombreuses attaques ces 48 dernières heures. Ils frappent différentes zones dans le sud du Liban. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Et 2 conséquences importantes que je pense qu'il faut mentionner, c'est que maintenant, le conflit déborde largement, un conflit actif, jusqu'à impliquer directement les gardiens de la révolution et l'armée iranienne en ce moment même. Je suis de retour? Vous êtes de retour. En ce moment même, ils sont engagés dans un conflit à l'ouest de l'Iran, avec des Kurdes soutenus par les États-Unis. Ces Kurdes, du Front de la Liberté kurde, ont été exilés d'Iran et se trouvent maintenant en Irak. Ils travaillent en étroite collaboration avec le PKK, sous la grande bannière du KCK, la coalition des communautés kurdes. On voit maintenant un soutien direct apporté aux Kurdes, le PJAK, le HRK, le IPG et le KDPI en Iran, qui combattent directement les forces iraniennes à l'ouest, le long de la frontière avec l'Irak. Mais ensuite, il y a aussi l'Arabie saoudite, qui a injecté beaucoup de soutien au Yémen pour renforcer le HTC, la Confédération, laquelle finance et mobilise directement le HTA, l'alliance militaire, pour affronter les Houthis. Mais les Émirats arabes unis ont un problème avec ça, parce que le STC, soutenu par les Émirats au Yémen, est en confrontation directe avec le HTC et le HTA. Donc maintenant, on se retrouve avec les Émirats, l'Arabie saoudite et le Yémen face aux Houthis et à Ansar Allah qui se battent sur ce front sud du Yémen. Et celui qui contrôle cette zone-là contrôle ensuite le détroit de Bab el-Mandeb et donc, par extension, le canal de Suez et la Méditerranée. Sans parler bien sûr de qui contrôle le détroit d'Ormuz, et ensuite de qui contrôle le corridor entre l'Irak et l'Iran, qui menace directement Téhéran,
selon qui détient cette voie dans le centre-nord. En clair, c'est une ligne directe vers Téhéran. Donc, quand on regarde le conflit principal, les États-Unis contre l'Iran, on voit maintenant un second conflit très critique qui est en train d'émerger. En fait, je pense qu'il est déjà pleinement engagé au Liban, en plus du conflit toujours en cours à Gaza, où le Hamas continue de résister. Et je dirais que c'est bien un affrontement entre le Hamas, les États-Unis et Israël, puisque les États-Unis fournissent à Israël chaque bombe qu'ils larguent. Because the United States provides Israel with every bomb they drop, every Hellfire missile they fire, every Apache. Chaque missile Hellfire qu'ils tirent, chaque hélicoptère Apache qu'ils font voler, vient des États-Unis. Mais maintenant, on voit des conflits secondaires s'étendre à la frontière entre l'Iran et l'Irak, et aussi au Yémen. Quand on regarde les acteurs internationaux, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, et la façon dont tout ça peut s'amplifier, on est à la veille d'une guerre mondiale. C'est tout simplement la réalité. On peut le nier autant qu'on veut, dire « Oh non, ça n'arrivera plus jamais ». La Seconde Guerre mondiale devait être la guerre qui mettrait fin à toutes les guerres. On disait qu'on ne revivrait jamais ça. Eh bien, vous savez, on disait déjà la même chose après la Première Guerre mondiale, et on l'a redit après la Seconde. Alors, est-ce qu'on assiste juste à une nouvelle extension de la guerre froide, mais cette fois à travers des guerres chaudes? Oui, je t'ai perdu, Tony. Ah, te revoilà. Non, je t'entends pas, Tony. Non, je ne t'entends pas. Can you hear me now? Yeah, you're back. Okay. Vous m'entendez maintenant? Oui, d'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de dégel tardif de ce qu'on a connu pendant la guerre froide? Parce que maintenant, on a la Russie et la Chine impliquées. On peut le voir comme ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas clairement toutes les conditions réunies? Je ne dis pas qu'une guerre mondiale est inévitable ou que c'est un échec assuré qui va forcément arriver, mais enfin, tous les éléments sont là. Tous les ingrédients sont dans le bol. Alors, est-ce que les États-Unis vont choisir la voie diplomatique, ce qui pourrait très bien vouloir dire rompre avec Israël? Ou bien est-ce qu'ils vont continuer à être poussés, voire contrôlés par Israël et s'éloigner de la diplomatie pour revenir vers une guerre ouverte, une guerre plus directe et plus violente, qui ne ferait qu'entraîner toute la région encore plus profondément dedans? Le Yémen, le potentiel de ce qui pourrait s'y développer, surtout quand on pense au détroit de Bab el-Mandeb, c'est franchement inquiétant, parce qu'on voit déjà les tensions s'y raviver. Tony, we're going to have the new summit of NATO in Tony, on va avoir le nouveau sommet de l'OTAN en Turquie. Et il semble que Benjamin Netanyahou soit très préoccupé par la relation entre les États-Unis et la Turquie. Ils veulent, d'une certaine manière, intervenir pour influencer cette relation, parce qu'ils craignent que si la Turquie devient plus puissante dans la région, cela remette en cause la domination israélienne, surtout en Syrie. D'ailleurs, selon Axios, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aurait demandé au président Trump, lors d'un appel téléphonique vendredi, de freiner le président turc Erdogan à cause de sa rhétorique de plus en plus anti-israélienne. his increasingly anti-Israel rhetoric. And Erdogan, he's not doing something. Et Erdogan, lui, il ne fait pas vraiment ce qu'il dit. Il parle beaucoup, il parle d'Israël, de ce qu'Israël fait ici ou là. Il critique les activités israéliennes en Syrie, au Liban et tout ça. Mais on dirait que même comme ça fait peur au gouvernement israélien. Ils essayent d'éviter cette situation parce que l'administration Trump cherche aussi à vendre des moteurs de F-35 à la Turquie, ce qu'Israël fait tout pour empêcher. À votre avis, qui va avoir le dessus dans la situation qu'on observe en ce moment entre l'administration Trump et le gouvernement turc? Between the
Trump administration and the Turkish government. C'est là que s'est passé, disons, la pré-examen. Le Liban, où les États-Unis ont clairement échoué dans le camp qu'ils ont choisi, entre maintenant dans le grand examen, l'examen de mi-parcours, n'est-ce pas? Parce que la Turquie, elle, est un allié de l'OTAN. Because Turkey is a NATO ally. So, Turkey being a NATO ally certainly. Le fait que la Turquie soit un allié de l'OTAN ajoute forcément une dimension particulière, puisque Israël ne l'est pas. Si on regarde le jeu des alliances dans le monde et la position des États-Unis, on pourrait dire que la Turquie, c'est la fiancée, alors qu'Israël reste la maîtresse. Israël voudrait bien changer de statut, mais ce n'est pas si simple. Ce n'est pas juste une question de s'opposer à la Turquie. J'ai personnellement assisté et même un peu participé à ce qu'on pourrait appeler un duel verbal, une sorte d'échange de récits fanfarons entre le président des États-Unis et Erdogan en 2018-2019 à propos de la Syrie et de l'utilisation des forces kurdes au sein des forces démocratiques syriennes. Ces forces étaient en réalité une version rebaptisée du PKK, opérant dans le nord-est de la Syrie. Erdogan n'a cessé de pousser, encore et encore, et les États-Unis ont fini par répondre. Si tu franchis cette frontière, on attaquera. Et Erdogan a dit quelque chose comme « Je ne pense pas que tu le feras ». Je ne pense pas que tu le feras. Et effectivement, l'opération Source de l'Euphrate, l'offensive turque au-delà de la frontière jusqu'à l'autoroute M4 dans le nord-est de la Syrie, a bien eu lieu. Nous, on s'est écartés, et Donald Trump n'a rien fait. Donc, on l'a vu dans l'histoire récente, quand la situation se tend avec la Turquie, que ce soit vis-à-vis d'Israël ou de la Syrie, Donald Trump parle beaucoup, mais est-ce qu'il agit vraiment? Cette fois, ça pourrait être différent. Et si les États-Unis décident de riposter militairement contre la Turquie, que ce soit en mettant fin à son programme F-35 ou d'une autre manière, ça pourrait être extrêmement dangereux pour les États-Unis. Parce qu'encore une fois, la Turquie reste un allié de l'OTAN. Alors, quand on regarde l'article 5 de l'OTAN, qu'est-ce qui se passerait si deux alliés de l'OTAN entraient en conflit? Le reste de l'OTAN prendrait le parti de qui? Est-ce que, dans la situation actuelle, l'OTAN soutiendrait les États-Unis à cause de leur relation avec Israël? Probablement pas. Et ça, forcément, ça doit peser dans le calcul de Donald Trump pour la suite. Et encore une fois, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on a vu Pete Hegseth limoger le général Chris Donahue, le commandant de l'armée américaine pour l'Europe et l'Afrique, une zone qui inclut la Turquie dans le champ de responsabilité du commandement européen des États-Unis. Je suis sûr que ces discussions ont déjà eu lieu entre les généraux 4 étoiles de l'armée américaine, la branche exécutive, le commandant en chef et le secrétaire à la défense. Je pense que ces discussions ont bien lieu. Ce calcul, cette évaluation du risque est en train de se faire. Et c'est justement pour ça que je suis inquiet, parce que j'ai vu que l'administration Trump, ces derniers temps, se trompe systématiquement quand il s'agit de choisir son camp. Quand tout est sur la table, elle continue de soutenir Israël, même quand cela va à l'encontre de ses propres intérêts et de ceux des États-Unis. C'est donc très préoccupant. Maintenant que la Turquie est directement impliquée, la question devient, entre la Turquie et Israël, de quel côté les États-Unis vont-ils se placer? Et ce qui fait peur, c'est que les États-Unis pourraient continuer à se ranger du côté d'Israël. Or, ce n'est pas un bon partenaire pour entrer dans une guerre mondiale, ni pour la mener. Tony, quand on compare les membres de l'OTAN à ce qu'Israël représente pour les États-Unis, comment est-ce que tu comprends ça? Parce qu'aujourd'hui, on a appris que le Congrès américain devrait approuver des initiatives permettant d'intégrer l'armée israélienne avec l'armée américaine.
en vertu de la section 219 de la loi sur l'autorisation de la défense nationale. Qu'est-ce que ça signifie concrètement et comment cela va-t-il influencer la relation entre les États-Unis et Israël? Great question. While the world was focused on Excellente question. peace, Pendant que le monde se concentrait sur les pourparlers de paix, eh bien ces pourparlers sont en train de s'effondrer. the World Cup, Et puis avec la Coupe du Monde, la plupart des gens, y compris beaucoup d'Américains, ont tout simplement cessé de prêter attention à ce qui se passait dans la législation sur la loi d'autorisation de la défense nationale. Cette loi va maintenant être transmise au président pour signature et il ne la mettra pas en veto. Elle contient les dispositions de l'INIF de coopération technologique en matière de défense entre les États-Unis et Israël. the U.S.-Israel Defense Technology Cooperation Initiative. In addition to Section 622, En plus de la section 622 de la loi sur l'autorisation du renseignement, qui est ensuite intégrée à la loi sur l'autorisation de la défense nationale, en tant que loi d'autorisation pour la défense et le renseignement, puisque ces entités relèvent en grande partie de l'architecture de défense, que ce soit la NS, la DIA, la CIA ou d'autres. Les forces armées américaines et les services de renseignement des États-Unis sont désormais liés à Israël dans une alliance étroitement imbriquée. Alors que, dans le cadre de l'alliance avec l'OTAN, chaque pays reste une nation distincte et souveraine, désormais, avec les États-Unis membres de l'OTAN, il y a comme un astérisque. Si vous regardez la liste des pays de l'OTAN, l'Albanie, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, et ainsi de suite, c'est chaque pays en tant que tel. Mais maintenant, pour les États-Unis, il faudra ajouter un astérisque, et cet astérisque, c'est Israël, à cause de cette législation. Donc à l'avenir, imaginons que les États-Unis se retrouvent dans une impasse. Vont-ils soutenir Israël ou bien se ranger du côté de la Turquie, un allié de l'OTAN? Israel, or are we going to side with Turkey, a NATO ally? It's not that simple. It's not that clean. Ce n'est pas It's si now at a point simple. where it's like, okay, Ce n'est well, pas si net. On en est arrivé à un point où, en gros, les États-Unis existent au sein de l'alliance de l'OTAN, et cette alliance inclut Israël. Alors, est-ce que les États-Unis vont couper ce parasite au point d'aller jusqu'à l'os? Ou bien vont-ils s'éloigner du reste de l'alliance, c'est-à-dire de l'OTAN, pour maintenir cette relation parasitaire? Si l'histoire récente, rien que sur l'année écoulée, nous apprend quelque chose, c'est qu'il est probable que les États-Unis continuent de privilégier cette relation parasitaire. Et ça, c'est très préoccupant, à la fois pour les intérêts américains et pour la sécurité mondiale. Oui, vraiment. Yeah, yeah. Benjamin Netanyahu wants to meet with Donald Trump. Benjamin Netanyahu veut rencontrer Donald Trump. Aujourd'hui, il a dit qu'aucune date n'était fixée, mais qu'il allait le voir bientôt. D'après vous, qu'est-ce qu'il cherche à obtenir? Il s'agit surtout de savoir comment il va se concentrer sur la reprise de la guerre avec l'Iran. Il parle aussi du Liban, de la Syrie, parce que, regardez Israël aujourd'hui. Ils ont beaucoup de problèmes tout autour du pays. C'est à propos de tous les pays qui entourent Israël, pas d'un lieu précis qui les inquiéterait. Quelle est selon vous la raison de cette rencontre? Et qu'est-ce qu'il va demander à Donald Trump? Eh bien, au cours de la dernière année, ou même un peu plus, si on remonte jusqu'à octobre 2023, Netanyahou était venu les 1er et 2 octobre. Et puis, boum, le 7 octobre, tout ça arrive. Et depuis, on est là-dedans. Et pourtant, à chaque fois que Netanyahou est venu voir Donald Trump en personne, dans les jours ou même les heures qui suivent, une nouvelle guerre éclate. Il était aux États-Unis, à Mar-a-Lago, du 31 décembre au 1er janvier. Il est reparti le 2 et le 3 janvier. On est intervenu et on a attrapé Maduro. Vous pensez que Netanyahou n'a rien eu à voir là-dedans? Et dans les derniers épisodes, juste avant le conflit avec l'Iran, ça aussi, c'est arrivé juste après une visite de Netanyahou. Donc on peut regarder les visites de Netanyahou selon 2 choses, ou les 2, ou l'une ou l'autre.
c'est quand il doit faire sa lessive des 6 semaines parce qu'il fait laver son linge à la Maison-Blanche. Ou bien quand il veut pousser vers une guerre, autant en profiter pour faire sa lessive. Donc quand il est à Washington, il fait les deux. Quand il est à Mar-a-Lago, là c'est surtout cette relation de chantage du genre « Hey, souviens-toi de ce qu'on a, Trump ». Peu importe ce que c'est, financier, moral, éthique, juridique, lié à Epstein. Peu importe, il y a clairement une forme de relation contraignante, parasitaire et intrusive que Netanyahou et le gouvernement israélien exercent sur Donald Trump et sur le gouvernement américain. Quelle est exactement la nature de cette relation? Je ne peux pas le dire. Mes hypothèses, c'est un mélange de tout ça. Mais il y a bien quelque chose. Donc, quand Netanyahou vient rendre visite à Donald Trump en personne, c'est qu'il lui donne des ordres, ou qu'il lui dit quoi faire, ou alors qu'il y a cette chose compromettante, ou une combinaison de tout ça. Cette visite, je pense, va avoir lieu cette semaine. Netanyahou a dit que ce serait avant vendredi, ou en tout cas pendant la semaine. On est seulement lundi, donc ça peut encore arriver cette semaine. À mon avis, c'est très probable que ça se fasse, parce que Ben Gvir devait aller à New York cette semaine, et il a annulé à cause de la pression de Mamdani, qui avait dit qu'il chercherait à faire arrêter Ben Gvir. Alors, est-ce que c'est probable que Netanyahou ait aussi prévu une visite cette semaine? Probable. Est-ce que ça va se faire? Probable aussi. Et est-ce que ça arriverait juste après les processions funéraires et tout ce qui se termine jeudi 9? Alors, revenons à cette grande question, cet éléphant au milieu de la pièce. Le détroit d'Ormuz, l'Iran, le Liban. À mon avis, la visite de Netanyahou a pour but de mettre les choses au clair avec Donald Trump sur ce qui va se passer. Je suis convaincu qu'il y aura une rencontre entre Donald Trump, Netanyahou, Pete Hegseth, le chef d'état-major interarmé, et probablement une visioconférence ou un appel avec le commandant du SOCOM et ou celui du commandement central américain, Brad Cooper ou Mitch Bradley. Ils vont tous discuter de la manière dont tout cela va redémarrer. Ou bien, le plan existe déjà, et ils vont simplement décider du jour J, du moment du lancement. C'est comme ça que je vois l'objectif de cette visite. Ce n'est pas une démarche diplomatique. Tony, à mon avis, le combat va se poursuivre dans le détroit d'Ormuz et ça va déclencher une nouvelle série d'affrontements entre les deux camps. Oui, oui. Et comment ça va se passer? Enfin, est-ce que les États-Unis s'y préparent? Absolument, oui. Si on regarde le redéploiement et maintenant l'arrivée de l'USS Boxer, un porte-avions de la classe Wasp, en plus du groupe d'intervention amphibie des marines, c'est une unité d'assaut amphibie, elle ne fait rien d'autre. En plus des avions désormais positionnés et déployés depuis la Jordanie, des avions ravitailleurs supplémentaires et de nouvelles capacités déployées et stationnées en Arabie Saoudite, et du renforcement des troupes dans la région, à la fois pour les forces navales et pour les capacités de renseignement. Oui, tout cela annonce, encore une fois, une nouvelle phase de conflit direct, cinétique et hostile entre les États-Unis d'Amérique et l'Iran, plus précisément autour du détroit d'Ormuz. Et c'est là que, quand je continue d'analyser la situation, je me dis, d'accord, quelles conditions du protocole d'accord a changé, à part la dégradation du respect des articles 1 et 5? Qu'est-ce qui a changé en termes de levier iranien ou de levier américain? Les États-Unis savent que le contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz est son talon d'Achille. Mais rien n'a changé dans les conditions ou dans les leviers de l'accord pour que les États-Unis aient aujourd'hui un avantage dans la négociation. Donc, les États-Unis ne peuvent pas reprendre les discussions dans les conditions actuelles, parce qu'ils n'ont tout simplement aucun levier. La question c'est, comment les États-Unis pourraient-ils modifier ce rapport de force, changer le calcul, même temporairement,
pour pouvoir ensuite renégocier les termes de l'accord concernant le détroit d'Ormuz. En réalité, les États-Unis utilisent le Liban comme levier de leur côté, tandis que l'Iran, lui, se sert du détroit d'Ormuz comme levier. Et c'est logique, c'est ce qu'on pouvait attendre. Rien n'a changé à ces conditions-là. Nothing has changed those conditions. So, the United States, À mon avis, les États-Unis se préparent à mener des opérations militaires offensives, des opérations dites cinétiques, pour modifier le rapport de force autour du détroit d'Ormuz. L'objectif, c'est ensuite de changer la dynamique de négociation dans le protocole d'accord, pour remettre les cartes sur la table avec de nouvelles options. Parce qu'en l'état, si on revient à la table des discussions, disons le 10 juillet ou après, eh bien, rien n'a changé. On revient simplement à une table froide, celle qu'on avait quittée. Alors, qu'est-ce qu'on change sur cette table? Pour les États-Unis, la réponse la plus directe, la plus immédiate, c'est le détroit d'Ormuz. Mais est-ce que ça veut dire que le détroit d'Ormuz, ou plutôt, excusez-moi, que les États-Unis vont lancer une immense invasion terrestre, avec des centaines de milliers de soldats? Non, non. Est-ce que ça veut dire que les États-Unis vont prendre le contrôle du détroit d'Ormuz et le garder de façon permanente? Non. Est-ce que ça pourrait ressembler aux États-Unis menant des opérations navales pour contrôler le détroit d'Ormuz à leur guise? Parce que le blocus à distance qu'ils avaient mis en place auparavant ne contrôlait pas vraiment le détroit. Les navires qui entraient ou sortaient du détroit restaient largement sous le contrôle de l'Iran, tandis que les États-Unis, eux, se contentaient en quelque sorte de jouer en arrière-plan, puis disaient « Regardez, c'est nous qui contrôlons ». Eh bien non, ce n'était pas le cas. Donc, je pourrais imaginer les États-Unis mener une combinaison d'actions, dont l'une serait une force navale pénétrant dans le détroit pour établir le contrôle, à la fois du côté du golfe Persique et du côté du golfe d'Oman, afin d'avoir une maîtrise totale, une zone de confinement entièrement sous contrôle américain, dans laquelle ils devraient ensuite affronter en permanence les forces iraniennes au nord, au sud et à l'ouest pour maintenir cette bulle. C'est une option. Ou bien une attaque amphibie depuis le sud pour frapper Keshm, prendre ce terrain d'aviation, étendre la puissance aérienne, créer une sorte de bulle de supériorité aérienne, puis remonter vers le nord pour prendre Karg comme point de pression, et ensuite établir le même type de contrôle sur le détroit. Est-ce que l'une ou l'autre de ces opérations doit être permanente? Non. En fait, ce serait une erreur pour les États-Unis de s'enliser durablement dans le contrôle du détroit d'Ormuz. Mais est-ce que cela pourrait, à un moment donné, servir de levier dans des négociations pour modifier les conditions du protocole d'accord, pour amener l'Iran à se retirer du Liban, qui est en réalité le seul vrai point de blocage? Les avoir gelés, après tout, c'est l'argent de l'Iran. Quant aux sanctions, il est temps que le monde et les États-Unis les lèvent et normalisent enfin leurs relations avec l'Iran. En réalité, ce serait un levier contre un autre levier, les deux points de pression se faisant face. Donc, oui, je vois bien un retour du conflit et des tensions autour du détroit d'Ormuz entre l'Iran et les États-Unis très prochainement. Et cela ne s'arrêtera pas tant qu'il n'y aura pas un changement de rapport de force, un changement des conditions dans le calcul du protocole d'accord pour ramener les deux parties à la table des négociations. Parce que, même quand elles s'assoient pour négocier, la question du Liban et celle du détroit d'Ormuz restent clairement sur la table. Et tant que ces éléments ne changent pas, il n'y a en réalité aucune avancée possible sur le protocole d'accord. Donc oui, je partage votre analyse. Il y aura probablement des hostilités et une reprise directe de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, que ce soit sur mer, dans les airs, au sol ou sous une forme combinée. Je peux très bien imaginer les trois à la fois. Oui, oui. Merci beaucoup, Tony, d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Great pleasure as always.
Well, thank you, and thank you for continuing to discuss these important issues. Merci, et merci de continuer à parler de ces questions importantes. Vous savez, il est essentiel de comprendre la véritable dynamique de ce qu'on observe en Iran avec le soutien de la population et du monde. Le cortège funèbre du ministre en chef Annadurai en Inde en 1969 a été le plus grand de l'histoire enregistrée. Il y avait environ 15 millions de personnes. Et là, sur les 2 premiers jours seulement, on parle déjà de dizaines de millions. Il est donc très probable, en fait, c'est déjà le cas, que les funérailles et la procession d'enterrement de l'ayatollah Ali Khamenei deviennent les plus suivies de toute l'histoire du monde. Cela en dit long sur la manière dont le reste du monde perçoit l'Iran. Ce n'est pas un paria, ni un membre d'un soi-disant axe du mal. Bien au contraire, c'est les États-Unis qui, aujourd'hui, se donnent eux-mêmes le rôle du paria. Quite the contrary. The United States is making itself out to be the pariah. Yeah. Yeah. Thank you so Merci much, beaucoup, Tony. À très bientôt. See you soon. Merci. Au revoir. See you soon. Thank you. Yeah. See you. Bye-bye.